On va attaquer dans le vif du sujet par le cas encore trop souvent rencontré. Hein. Donc, est-ce que tout le monde voit? C'est bon, c'est pas trop petit? Ouais, il n'y a que Raph qui n'est pas content, quoi. Comme d'hab. Donc, les clients ou les agences, hein, d'ailleurs, placent le référencement souvent en dernière étape. Souvent même après la mise en ligne. Ouais, bravo. Donc, au final, les conséquences probables, j'ai mis probables, mais elles sont souvent certaines, aucune stratégie mot-clé identifiable, donc souvent aucune stratégie du tout d'ailleurs. La mise aux normes SEO du site après coup, ça génère des frais supplémentaires, puisque on est obligé de parfois tout casser. La réécriture des textes, évidemment, encore une fois des frais supplémentaires. La remise en question de la structure, parce que des fois, on se retrouve avec des structures complètement délirantes. Et finalement, quand c'est délirant pour un humain, c'est aussi délirant pour un moteur de recherche qui reste quand même une machine à calculer, il ne faut pas l'oublier. Bref, hein, c'est catastrophique sur des gros sites développés sur mesure. C'est catastrophique tout court, ça coûte très cher. Et souvent, les gens, quand ils arrivent vers nous, ils nous disent ouais, mais moi, j'ai plus de sous. Mais il faudrait quand même que je fasse du référencement, tout le monde me le dit. C'est souvent trop tard. Et c'est irrémédiablement plus coûteux que si le référencement est intégré depuis le début de la chaîne. Et c'est justement ce que je vais aborder comme sujet. Donc, les étapes et les acteurs de la vie d'un site web. Alors là, je pense que ça va être très petit pour tout le monde. Je suis désolé. Sur mon écran, c'était pas trop petit. Je vais vous l'expliquer, c'est pas grave. Donc, mais bon, en fait, je pense que c'est un schéma que tout le monde connaît. C'est obligatoire. Évidemment, c'est le schéma de la vie d'un site web. Donc, la première phase, c'est la vente. Ça, c'est quelque chose, on ne peut pas s'en passer. Donc, au niveau de la vente, le commercial va récupérer l'historique du site, les besoins du client, les objectifs du client, si tant est qu'il en est. Parce que souvent, les clients, on leur a dit, il faut un site web. Ouais, moi, je veux un site web. Pourquoi? Je ne sais pas, on m'a dit qu'il fallait un site web. Bon, ok. Etc. Une fois qu'on a fait ça, ça rentre dans la chaîne de production. Donc, on a le service web marketing qui va commencer à établir une stratégie, qui va commencer à réfléchir à la marque, qui va commencer à conceptualiser des besoins et des objectifs. Ensuite, on a souvent, quand même, besoin d'un développeur, donc quelqu'un qui va se positionner en termes de technard brut. On a besoin de la rédaction, qui va accompagner la concrétisation de la stratégie mot-clé. On a besoin du design, parce qu'il faut bien l'habiller, son site. Donc le design, il va falloir qu'il prenne en compte, évidemment, l'interface graphique, l'ergonomie, tout ce qui est expérience utilisateur, et tout ce qui est call to action, etc. Enfin, voilà, il va falloir qu'il mette en forme tout ce que le web marketing a besoin. Et finalement, tout ce que le client a besoin. Une fois qu'on a un design, il va falloir l'intégrer en HTML. Et puis, évidemment, après coup, on a la notion de web analytics. Bon, quand on a un petit site, on gère son web analytics tout seul. Quand on a un gros site, on a quelqu'un qui est chargé de le faire. Alors, juste une petite enquête. Est-ce qu'il y a des web marketeurs, enfin des gens qui sont d'un service web marketing dans la salle? Ouais, enfin, souvent on est un peu à tout faire, mais est-ce qu'il y a des web marketeurs qui font que ça? Ok, pas beaucoup. Est-ce qu'il y a des commerciaux? Bon, d'accord. Priscillien et tout. Est-ce qu'il y a des développeurs?
Ah, ok. Est-ce qu'il y a des rédacteurs? Ok. Est-ce qu'il y a des designers? Très peu. Autant que les webmarketeurs, d'accord. Est-ce qu'on a des intégrateurs? Là, je sais que oui. Bon, les développeurs en sont forcément un petit peu, hein, on est d'accord. De toute façon, ouais, je vais quand même finir. Est-ce qu'il y a des gens qui font que du web analytics? Non, ok. Les statisticiens, c'est quand même très rare. Mais c'est des profils très recherchés sur des méga sites, quoi. Ok, donc on a un profil pour à peu près tous les métiers du web. C'est bien, ça va pouvoir vous parler à tous. Voilà, ça c'est les métiers du web en 2014. Il y a 10 ans, quand on parlait des métiers du web, on parlait du webmaster. Voilà, c'était le maître du web, hein. C'était super, on savait tout faire. Sauf que ça s'est ultra spécialisé et on arrive même à des cas où dans ces métiers-là, on va commencer à avoir des spécialités qui se créent. Hein, et on va avoir des intégrateurs front-office, des intégrateurs back-office, des développeurs front-office, des développeurs back-office. C'est un métier qui devient vraiment très large, très vaste. Après, il y a toujours les gens qui vous disent « Ah ouais, tu fais de l'informatique ?» Ça... alors... Là-dedans, le SEO et l'ergonomie, j'ai eu du mal à les placer dans la chaîne de production. Donc, je les ai placés autour. Parce que, justement, c'est des métiers qui vont intervenir tout au long de cette chaîne, à des points clés, pour mettre leur grain de sel et faire que les choses se passent bien du début à la fin. Alors, c'est encore petit, je suis désolé. Donc ça, c'est le cercle vertueux. Bon, je pense que la plupart des gens qui sont là le connaissent. Donc on parle de la vente. On va arriver au web marketing. Le web marketing va se charger d'intégrer tous les prérequis que le vendeur a mis en place, voire même de contacter le client pour en rajouter, puisque bon, au niveau de la vente, souvent, on n'a pas toutes les données nécessaires. Ensuite, on va avoir l'aspect développement et infrastructure réseau. Alors c'est pareil, l'infra-réseau, je ne l'ai pas placé dans le schéma qu'on a eu avant. Et c'est justement parce que c'est quelque chose qui est sous-jacent à tout. Hein. Si on n'a pas d'infrastructure réseau, on n'a pas d'Internet. Donc c'est assez difficile de le placer dans la chaîne de prod. Ce serait même tout au début, à la limite. Une fois qu'on a ces briques qui sont en place, on peut passer à la rédaction, au design. Il y a des choses qui peuvent se passer en parallèle, hein, évidemment. À l'intégration, le web analytics, et une fois qu'on a analysé les performances d'un site internet, au bout d'un certain temps, on va pouvoir repasser à une phase de vente. Parce que on a notre client, il est content. Ou alors on a fait des conneries et limite, il faut lui dire, quoi. Il faut lui dire, voilà, là on a une descente, on a analysé le pourquoi du comment, il faut réinvestir là-dedans. Alors oui, c'est sûr, monsieur le client, vos stats, elles ont un petit peu baissé, mais en tout cas, on a analysé la problématique et il va falloir repartir là-dedans. Au contraire, si on a des statistiques qui sont très bonnes, on arrive vers le client et là, en général, on a le tapis rouge, voire même le resto... En général, ça se passe plutôt pas mal quand les courbes sont bonnes et que le chiffre d'affaires, évidemment, suit. Alors, on va se mettre du côté du client. Alors, le bon client, alors là, je vais en faire rire certains, c'était fait pour. Hein. Les principales qualités d'un bon client. Il exprime correctement ses besoins. Priscillien, est-ce que tu connais des clients qui expriment correctement leurs besoins ? Très rare. Voilà, on est tous d'accord. Déjà, il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils sachent qu'ils ont besoin. C'est ça. Il a des objectifs réalistes. Et là, je fais rire les gens. Est ouvert à la discussion. Bon, ça se trouve. C'est plus facile. Il souhaite mettre les moyens face aux objectifs.
Alors, il faut déjà qu'il ait des objectifs, mais alors si on lui parle de moyens, c'est pas la même. Selon la taille du client. Et puis ben, il paye bien, quoi. Hein? Ouais, ils font plaisir, ceux-là. Faut les chouchouter. C'est toujours une question de taille, en fait. Oh. Xafen, tu... Non? Ça sort de ses plats. Alors, de l'autre côté, on a le mauvais client. Alors, les principaux défauts d'un mauvais client, c'est évidemment un ego surdimensionné. Donc, c'est quelqu'un qui veut un site internet pour lui, hein, pour son ego. Il veut se mettre en avant avec son site internet, alors que c'est sa boîte qui devrait mettre en avant. Mais bon, c'est lui, c'est sa boîte, et lui, sa boîte, c'est lui, voilà. Ne sait pas exprimer ses besoins. Bon, là, on est dans le contraire du profil de tout à l'heure. Il a des objectifs inatteignables, évidemment. Il ne veut rien entendre de vos conseils. Il sait tout. Voilà, c'est monsieur omniscient, omnipotent. Bon, on les connaît tous, hein, ces profils-là. Hein. Et il n'a plus d'argent pour le référencement. Évidemment, voilà, il a fait un beau site, il a mis tout son ego dedans et ben, il n'a plus du tout d'argent pour le vanter, son site. Donc, ben, il est au fond des serpes et il continue à gueuler. Et il ne paye pas, hein, bon, évidemment, ça. Donc ça, c'était le côté du client. Maintenant, quand on a un client, bon ou mauvais soit-il, on va vendre le site internet à ce client. Et l'intégration du client dans la boucle. On va intégrer le client dans la boucle que je vous ai citée tout à l'heure, que je vous ai montré tout à l'heure. Les principales qualités d'un vendeur. L'écoute, le conseil, la pertinence, la crédibilité, et je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Il y a beaucoup de clients qui se sont fait enfumer par des gens qui soit vendent mal ce qu'ils font, soit font du mauvais travail. Et là, il faut recrédibiliser un client qui n'a plus confiance en personne. Et ça, dans le web, on commence sérieusement à en voir. Et c'est des clients très intéressants, parce que justement, quand on arrive à les crédibiliser, on se rend compte qu'ils sont prêts à beaucoup de choses. Il faut évidemment avoir une connaissance de son produit, ça va de soi. Voilà, donc tout ça pour le client, évidemment. Et le client, une fois qu'on lui a apporté tout ça, on a toutes les chances de le rentrer dans la boucle. D'accord ? Donc, une fois qu'on l'a rentré dans cette boucle, le client va travailler avec le web marketing, va travailler avec la rédaction. C'est bien, c'est très bien quand les rédacteurs travaillent en direct avec un client. Il y en a qui n'ont pas envie du tout et qui ne sont pas sensibles. Hein. Bon, voilà, on les laisse tomber, c'est pas grave, on leur fait leur rédaction et puis on leur soumet, quoi. Une fois qu'on a la rédaction, on va pouvoir lui soumettre le design. Bon, ça, c'est un peu plus compliqué, les goûts, les couleurs, c'est pas évident. Et lui présenter les statistiques, une fois qu'on les a acquises, évidemment. Hein. Donc, en général, c'est des cycles qui peuvent durer 1 an. Hein. Tous les ans, c'est pas mal. Tous les 6 mois, si c'est un site qui fait beaucoup de chiffre d'affaires, même tous les 3 mois, voilà. Selon le rythme auquel avance le site, on va réduire ce cycle. Hein. Le commercial, c'est lui qui apporte la première matière première. Alors, ça fait un peu lourd, mais en tout cas, c'est très important. C'est vraiment une phase à ne pas louper, quoi. Et surtout que quand on commence à revenir vers le client 3-4 fois pour des trucs qui sont basiques, il y a un moment, il se dit « mais vous vous foutez de ma gueule, c'est pas possible, quoi. » Bon, alors, c'est encore tout petit, je suis désolé. Donc, au niveau SEO, le commercial peut commencer le travail de sensibilisation sur la stratégie web marketing, content marketing, objectif, performance. Quand je parle de performance, c'est performance déjà acquise. Alors, soit vous reprenez un client qui était chez quelqu'un d'autre, soit vous êtes dans la phase 2 du cycle. Hein. En plus d'ajouter de la crédibilité et du professionnalisme au discours commercial, cette démarche permet d'apporter des informations cruciales pour l'équipe de production. C'est extrêmement important parce que si vous voulez que votre équipe de production elle comprenne vraiment votre client, ses objectifs et le ressenti que vous avez eu de lui,
c'est super important de bien en parler et de prendre le temps de le faire. Parce que souvent, les commerciaux, ils nous disent « Ouais, j'ai signé un contrat. » Ouais, d'accord, c'est qui ? Bah, c'est un client. Le commercial peut aussi faire appel en direct au SEO, d'ailleurs, hein, pour discuter d'éléments précis ou d'autres éléments de la chaîne, hein, d'autres intervenants dans la chaîne. C'est aussi très bien de prendre son téléphone quand on est en clientèle et de dire ben, « je vais appeler le professionnel en question, je ne sais pas tout, je ne suis pas Dieu ». Et voilà, il y a des gens qui sont professionnels là-dessus. On a de plus en plus de clients qui savent ce qu'ils veulent quand même et qui connaissent le business. Donc voilà. Et qui ont surtout compris qu'un site Internet, ça ne sert plus à se montrer sur Internet, mais ça sert à gagner de la thune. Et ça, c'est vachement bien les clients qui ont compris ça. En général, ça se passe beaucoup mieux. On va attaquer le côté web marketing. Donc, web marketing et SEO. Alors, qu'est-ce qui se disent ces deux services ? Donc, l'équipe web marketing, elle va pouvoir s'appuyer sur les informations récoltées par le commercial, évidemment. Elle va établir une stratégie. Elle va établir des objectifs en corrélation avec ceux du client. C'est quand même mieux. Elle va identifier des personas, hein, qui, quoi, pourquoi, où. Voilà, bon, ça c'est le taf du web marketeur. Elle va aussi établir une liste de mots-clés. Et là, on voit bien que le travail du SEO vient commencer à se greffer dans cette partie-là. L'analyse statistique de l'existant est aussi très importante pour ne pas louper ce qui marchait avant et surtout pas le shooter. L'analyse de la concurrence. Bon, j'ai mis SEMrush, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille et je vous invite à tester cet outil. C'est très bien pour profiler un site client déjà existant. Et il va aussi ressentir des performances envisageables. L'infrastructure réseau. Donc, l'équipe en charge de l'infrastructure réseau se doit de délivrer l'information au plus vite, sans faille ni erreur. Là encore, le SEO va venir mettre son petit grain de sel. En général, ils ne sont pas contents. Le temps de résolution DNS, la disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. On ne va pas leur demander 99,99%, à moins qu'on s'appelle la FNAC, mais bon. Il va aussi, évidemment, devoir mettre en place un système de monitoring et être réactif, hein, sur des pannes, puisque, évidemment, c'est des choses qui peuvent tomber en panne. Il va aussi, évidemment, être sensible à la sécurité, hein, le hacking et les problèmes de SEO. Je pense que les SEO qui ont un petit réseau ou des sites WordPress qui ont un trust assez important connaissent cette problématique de hacking. Il va, évidemment, cette équipe réseau va devoir gérer la vélocité, donc la vitesse à laquelle on délivre les informations, parce que Google, c'est 60 000 milliards de pages, aux dernières nouvelles, hein, dans ces eaux-là, en tout cas, c'est gigantesque. Et donc, on peut considérer que le temps de crawl est absolument important. Donc, quand on commence à travailler sur des gros sites, il faut que ça délivre. Et il va pouvoir aussi travailler sur le cache pour justement diminuer le temps de calcul des pages, puisqu'on bosse toujours, maintenant quasiment toujours sur des sites qui sont dynamiques, donc avec un calcul de contenu de page, des requêtes de base de données qui viennent s'agréger dans une page et qui justement demandent du temps de calcul, et ce temps-là est précieux pour Google. Et pour l'internaute, quand ça commence à devenir trop important aussi. Hein. Il peut aussi gérer ce qu'on appelle un CDN, donc les Content Delivery Network, c'est de déplacer les contenus images en particulier au plus près de l'internaute, histoire de justement, encore une fois, accélérer le temps de chargement des pages. Quelques outils, YSlow, qui est fourni par Yahoo, Google PageSpeed, qui est fourni par Google, évidemment, GTmetrix, qui regroupe les deux, Pingdom Tools, qui marche aussi très bien,
qui permet... Voilà, quand on commence à essayer de vérifier la vélocité d'un site internet, je conseille de le faire à plusieurs moments de la journée, hein, parce qu'il y a des fois où c'est surchargé, on va se retrouver avec un temps de réponse qui est super important, et des fois, il n'y a personne sur le site, et forcément, ouais, ça répond vite. Ah ben si, regardez, ça répond vite. Oui, mais je te dis qu'à midi, ça répond pas vite. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Les développeurs et le SEO. L'équipe de développement se doit de respecter les indispensables du SEO, évidemment. Hein. L'équipe de développement qui vous met un super site internet en place et qui ne vous permet pas de gérer vos éléments title, aïe, j'en ai vu. Comment fonctionne un moteur de recherche? Alors, je vous ai mis un schéma. C'est fait chier, c'est trop petit. Bon, je publierai la conf, vous pourrez le regarder. C'est un schéma qui est issu des documents officiels de Stanford qui sont à l'origine de Google. Hein. Donc ça décrit en fait la base de données et le système de fonctionnement de Google. Et c'est très intéressant puisque par exemple, on peut voir qu'ici, il y a une table spéciale pour les liens. Donc Google a dès le départ décidé de séparer les liens au niveau système d'information. Ça en dit long. Voilà, donc on a évidemment des crawlers. Les crawlers, c'est des petites bestioles qui détestent les erreurs 500, qui n'aiment pas beaucoup les erreurs 404, qui perdent du temps sur des 301 ou des 302, et qui aiment bien que ça réponde vite. Les URL, donc une URL pour un contenu, évidemment. Attention aux paramètres get, enfin voilà. On a encore des développeurs qui aiment bien ça, quoi, hein, ils nous mettent des get de partout, et ça génère des contenus dupliqués de partout aussi. La structure on-site, très importante. Le PageRank, avec son association avec le PageRank et les silos sémantiques. C'est pareil, quand on commence à avoir un développement sur mesure qui présente une structure complètement débile, attention. Donc le développeur doit vraiment être sensible à tout ça. Pour moi, il faut au moins qu'il connaisse ces choses-là, quoi. Les liens et les encres de liens. Qu'est-ce qu'un lien, quoi, hein, parce que quand on commence à mettre des liens JavaScript partout, ah ouais, l'internaute, il arrive à se promener, ouais, mais pas le crawler. La structure on-page, voilà, permettre de gérer des titles, des titrai, avec les éléments HN. C'est bête de le dire, hein, mais on a des développeurs qui ne savent pas ce que c'est, et je ne leur jette pas la pierre, quoi. C'est pas... Si on ne leur dit pas, c'est sûr que ça ne va pas marcher. La rédaction et le SEO. Donc l'équipe de rédacteurs, là pour moi c'est la pièce maîtresse d'un bon SEO on-site. Si on veut... on a Karim qui nous fera une petite conférence bien intéressante sur la longue traîne. Donc, le plan éditorial, alors je parle de plan éditorial, c'est très important. Je pense que c'est quelque chose qui doit être défini au début aussi, au niveau de l'équipe web marketing. Il faut définir un plan éditorial. Le plan éditorial, il va prendre en compte les personas, il va prendre en compte les objectifs, il va prendre en compte même je dirais, quasiment le design. Mais bon, là je vais peut-être un peu loin. Voilà. En tout cas, ce plan éditorial, il faut qu'il soit en accord avec la stratégie mots-clés. Sinon, on va mettre des choux dans des sacs de patates et ça ne va pas le faire. Il faut comprendre les notions de sémantique statistique, un minimum. Je pense qu'un rédacteur web qui est sensible au SEO se doit de savoir ce que c'est que la sémantique statistique. Je vous ai mis une petite image à droite, là. C'est un extrait de l'outil alice.info. C'est un outil qui fait une lématisation. Alors, c'est vraiment avec des grosses guillemets. Donc, en fait, il va découper le texte de la page en expression de 1 mot-clé, 2 mots-clés, 3 mots-clés. Et il va compter
ces expressions de un mot-clé, deux mots-clés, trois mots-clés. Ça, c'est la première chose. Il va en plus, l'outil alice.info est très bien pour ça, il va en plus pondérer l'importance du mot-clé en fonction de l'endroit dans lequel il se trouve dans la page. Donc quand on a un mot-clé dans l'élément title, il va avoir plus de poids que quand on le retrouve dans le alt d'une image. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes pour le service de rédaction. Souvent, le service de rédaction, en plus, est chargé de mettre les images dans le texte. Donc voilà, et je pense qu'il faut vraiment que les rédacteurs soient sensibles à ça. Une rédaction riche, avec des mots qui sont utilisés à bon escient et des mots qui sont parfois peu utilisés, mais en tout cas qui correspondent évidemment à la thématique, histoire de venir se placer sur la longue traîne. Karim nous en parlera un petit peu plus, même beaucoup plus cet après-midi. Importance de l'élément title, ça évidemment. Le respect de la sémantique HTML, voilà, les titrailles et les HN. Important pour ventiler aussi le texte visuellement, histoire qu'on n'ait pas un gros pâté de texte. La notion de densité de mots-clés et de pondération, j'en ai parlé. La notion de pyramide inversée, alors ça, que ce soit dans la presse papier ou dans le web, c'est quelque chose qui est très important. On donne les informations les plus percutantes en premier, histoire de donner envie de lire. Et puis, évidemment, on a beaucoup de choses à lire sur Internet. Donc, ça aide à lire plus vite. Et le moteur de recherche, évidemment, le voit de la même manière. Hein. Et des notions de transformation. Voilà, je pense que, quand je parle transformation, je parle commercial, utiliser des formulations positives, vanter le produit, voilà, etc. Quelques ressources et outils. Je vous ai parlé de alice.info. Il y a le livre Bien rédigé pour le web de Isabelle Canivet, qui est un très beau bouquin. Et la formation au cocon sémantique de Laurent Bourrelli. Bon, là, ça va un peu plus loin quand même que la rédaction, hein, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant à apprendre pour un rédacteur web qui se veut SEO sensible. De l'importance du design. Alors, augmenter son trafic, c'est une chose, qu'il transforme en est une autre. On en entendra parler en fin de journée avec Paul Evans. Donc, coller à la cible marketing et aux attentes clients. Hein, j'ai mis plein de points de suspension parce que voilà, le design, quand on le fait coller à la cible marketing, on se dit ouais, c'est cool, ça passe bien. Puis le client, il nous dit ah non, c'est pas le site que je veux. Voilà. En inspirant votre artiste grâce aux infos récoltées par le service commercial, hein, on en revient encore à cette matière première, au travail du service web marketing, au travail de rédaction. Donc je considère là, dans cet ordre-là, que ce travail-là a été fait en amont du design. Un client, quand il achète un site internet, ce qu'il veut en premier voir, c'est le design. Donc c'est deux mondes qui ne sont pas forcément évidents à réunir. Mais en tout cas, pour moi, c'est le bon ordre. Parce que justement, le designer qui se retrouve avec des informations comme ça, il va vous sortir un design qui colle complètement, normalement s'il est bon, qui colle complètement aux objectifs et à ce que le web marketing a pu bosser, quoi. Donner confiance avec un design professionnel et éviter les SERP bounce. SERP bounce, c'est quand on a des gens qui arrivent sur le site internet et qui cliquent sur précédent en moins d'une seconde. En général, c'est qu'ils ont eu peur du site, quoi. L'ergonomie et l'UX, c'est très important. Je fais référence à Paul Evans qui vous en parlera très bien, beaucoup mieux que moi, et de toute façon, j'ai pas le temps. Une place de choix pour les call to action. Ça fait partie du design. Et de les mettre en valeur aussi. Laisser de la place pour les titrailles, les contenus rédactionnels et l'information fine. Alors ça, c'est souvent qu'on a le problème. Hein, le designer qui nous dit « Ah ouais, mais moi, je veux pas mettre tout ton texte là, c'est moche. » Ouais, mais bon, il faut le mettre. Alors d'autant plus que Google nous a mis dans les pattes un petit truc bien sympa, là, c'est qu'il prend plus, ou en tout cas beaucoup moins en compte, les textes qui sont cachés. Dans les onglets, par exemple. Bon.
Accessibilité et mise en valeur des arguments massifs. Des tests AB. Hein, au niveau du design, on peut faire des tests AB. Etc. Je vous en passe parce qu'on peut en parler beaucoup plus que ça. L'intégration HTML et le SEO. Donc l'intégrateur est au web ce que le maçon est au bâtiment. Alors je vous ai mis la petite photo d'Astérix et Cléopâtre où justement on se retrouve avec des bâtiments tout foutus. Donc pas de lien interne qui pointe vers une 404, une 301, une 302, enfin bref, tout ce qui est supérieur à 200, tout ce qui est supérieur à 300. Optimiser le poids des images, ça fait partie du boulot de l'intégrateur. L'ordre du flux HTML, ça c'est pareil, il faut que l'intégrateur soit sensible à l'ordre du flux HTML. Quand on commence à avoir un listing de H2, H3 au-dessus du H1, c'est pas bon, quoi. Les éléments HN ne sont pas des éléments de mise en forme, attention à l'intégration. Pour ça, voilà, souvent on voit l'erreur. Et d'ailleurs, on voit des tonnes de thèmes WordPress avec la fameuse erreur, voilà, où on se retrouve avec des colonnes, des blogrolls, où tous les éléments HN sont là pour être mis en valeur. Ouais, mais non, ils n'ont pas de sémantique, donc arrêtez, quoi. Les éléments HN ne se cachent pas, attention. Hein, on voit souvent, d'ailleurs, pareil, hein, un template, thème forest, tout ça, avec carrément le H1 qui est sous le logo, caché en visible, en invisible. On se dit non, mais non, le cache pas, il n'y a pas besoin, quoi, il sert à quelque chose. Mais bon, et puis au final, c'est le même tout au long des pages, enfin voilà, la totale. Un H2 est toujours précédé d'un H1, le H3 d'un H2, etc. Hein, il y a un ordre là-dedans. Il y a vraiment une notion de sémantique dans l'HTML aussi. Donc voilà, ne surtout pas utiliser les éléments HN, les titrailles, comme des éléments de mise en forme. Ce n'est pas fait pour ça. Pas d'éléments HN sans contenu rédactionnel associé et en cohérence sémantique. Donc typiquement, le titre de blogroll qui est en H2, ça sert à rien. Hein. Limiter la taille du head en externalisant les JS, les CSS dans un fichier, minifier si c'est possible, c'est encore mieux. Bon, là je pinaille. Hein. Par contre, tout ce qui est en gras, là, c'est pas là, il faut le faire. Hein. S'il y a des intégrateurs, mais bon, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes sensible à ça normalement. Limiter la distance entre l'élément body et le contenu texte pertinent. Parce que quand on commence à se retrouver avec des tonnes d'assemblages de balises HTML, ben ça le fait pas, quoi. Quelques ressources et outils. Donc j'invite tous les intégrateurs HTML à la fin de leur développement à utiliser Xenu. Voilà, parce que souvent ils vont retrouver des 404, ils vont retrouver des 301, enfin non, des 301 rarement, mais des 404 ça c'est sûr. Ils vont retrouver des choses qui peuvent être importantes pour faire du bon boulot. La barre web développeur sous Chrome et Firefox, en particulier le document outline qui permet justement de voir l'assemblage H1, H2, H3 et l'ordre dans lequel ça se passe. Le côté web analytics et le SEO, donc ben là c'est la dernière étape de cette chaîne qui va repartir, je l'espère, sur une vente. On mesure, on optimise, on confirme et on trouve de nouvelles pistes. Donc je vous ai mis le schéma de mods. Je l'ai jamais trouvé en français, puis je le trouve d'ailleurs très bien en anglais, donc je l'ai laissé en anglais. C'est un schéma justement de cycle SEO, de cycle d'optimisation qui peut s'appliquer à d'autres choses que le SEO. Donc on analyse l'audience SEO, on analyse les pages de destination, on analyse les mots-clés générateurs de trafic. Bon, évidemment, vous allez me dire, il y a le not provided. Si on a bien fait ces pages de destination, le not provided, limite, ne nous pose pas énormément de problèmes. Si on a basé tout notre référencement sur la page index, voilà, c'est sûr que c'est un peu moins bien. Les conversions du trafic SEO, les objectifs sont-ils atteints? Et si oui, ben on repart vers son client, on lui dit « Waouh, ça s'est bien passé, on va procéder à une nouvelle optimisation, un nouveau cycle de test. » Voilà.
Donc, je vous ai remis le petit schéma. Je mettrai ma conf en ligne. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est prévu au niveau orga SEO Camp. Mais bon, je mettrai ma conf en ligne. Voilà. Donc, avec une petite auto-promo.